Je m'appelle Daouda Mariko. Je suis coursier sanitaire et social. Donc, c'est pas exactement ma formation de base. À la base, je suis juriste, euh, plutôt versé sur même la recherche dans le droit, droit comparé, tout ça. Même si j'ai fait un peu de tout. Et je me suis retrouvé là à la base, un peu par hasard. C'était au début de la crise, de la crise Covid, de l'épidémie de Covid, en mars 2020, à mars-avril 2020. J'ai un ami qui m'a parlé d'une initiative qui s'était formée, qui s'était montée. On avait monté un hôtel sanitaire. Et donc sur cet hôtel sanitaire, qui devait accueillir des patients post-Covid. Donc des patients qui étaient malades du Covid, qui s'étaient rétablis, mais qui ne pouvaient pas directement rentrer chez eux. Et donc cet ami a pensé à moi, il m'a appelé, il m'a dit tiens, voilà, on est confiné depuis une semaine, bon, tu fous rien, voilà, viens un peu nous filer un coup de main. Donc c'est comme ça que je suis entré en contact pour la première fois avec l'association. Donc aujourd'hui, je suis coursier sanitaire et social. Donc ça consiste en un appui qu'on offre aux médecins généralistes. Donc on est là auprès d'eux et on les aide dans la gestion euh, des parcours de leurs patients un peu compliqués. Donc on va à la fois leur proposer pour ces patients-là un appui administratif, on peut aussi aider aussi sur l'élaboration euh, des parcours de soins. Voilà. C'est vrai qu'on travaille beaucoup dans l'urgence, cependant on a quand même un peu plus de temps à accorder pour, euh, pour écouter le patient et aussi pour enquêter un peu pour essayer de trouver ce qui va pas, ce qui empêche le patient, ce qui bloque le patient, ce qui l'empêche de bouger, ce qui peut bloquer le patient dans son parcours de soins, quels peuvent être les problèmes qui l'empêchent de faire certaines démarches. Notre particularité, c'est que on a peut-être une tendance à intervenir à domicile. Donc, ça fait un peu partie, ça fait partie de notre process. On cherche à intervenir, à voir le patient chez lui la première fois qu'on le rencontre. D'ailleurs, les médecins sont assez friands de ça. Enfin, ça les intéresse aussi parfois de savoir dans quelles conditions, dans quel environnement leur patient vit. Le fait de se rendre au domicile du patient, le fait que le patient nous accueille chez lui, on peut dire que ça, enfin, je pense que ça permet de lui laisser une part de contrôle plus grande. C'est une démarche un peu différente d'un rendez-vous en cabinet médical ou à l'hôpital. Donc vous recevez quelqu'un chez vous, dans votre salon, vous lui offrez à boire, vous lui offrez pas à boire, vous lui dites de s'asseoir, vous lui dites pas de s'asseoir, vous lui faites comprendre que maintenant c'est fini, vous lui faites pas comprendre que maintenant c'est fini, ils sont plus en contrôle et du coup un peu plus à l'aise. Donc on a peut-être une approche un peu plus conviviale, un peu plus cordiale. Euh, voilà, le fait de se rendre au domicile, ça permet aussi ça. Mais je crois que les médecins aussi bénéficient clairement de ce qu'on peut leur apporter. Notamment en termes d'informations supplémentaires sur le patient, d'une connaissance approfondie du patient qu'on peut leur proposer. C'est pas toujours facile, je pense, pour les médecins généralistes d'aller en profondeur sur le temps d'une consultation. Oui, donc non mais c'est ça, on va vraiment se concentrer sur l'urgence. Donc on va essayer d'agir sur l'urgence, sur le moment. Et, euh, on pourrait décrire notre action comme étant une action ponctuelle. Ce qu'on constate avec la précarité, c'est que finalement, plus on reste longtemps dans la précarité, plus il est difficile en fait de remonter rapidement, de s'en sortir rapidement. Donc ce qu'on essaye d'éviter, c'est que les gens qui ont déjà basculé à un certain niveau de précarité n'y restent pas trop longtemps. Et les gens qui sont sur le point de basculer, on essaie aussi de leur éviter justement d'éviter de basculer. On essaie de leur éviter de tomber dans la précarité. Donc certaines personnes qui, du coup, lorsqu'elles se retrouvent en crise pour la première fois de leur vie, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, lorsqu'elles se retrouvent en crise à ce moment-là, elles n'ont pas nécessairement ce savoir-faire.
Et du coup, elles vont soit fermer leurs yeux, enfin, elles vont soit fermer les yeux sur leur situation, se dire que ça va bien se passer quand même, ou soit elles vont, en clair, elles vont juste, elles vont pas être capables de se ressaisir et de demander de l'aide de cette façon-là, parce qu'elles n'ont pas ce savoir-faire-là. Travailler ici, ça apporte clairement un surcroît de sens par rapport à d'autres emplois ou à d'autres carrières, hein. Oui, on est d'accord. Quand clairement tu sens que ton intervention a fait une différence dans le parcours, dans la vie d'un patient, euh, clairement tu dors très très bien la nuit. Du coup, il y a la contrepartie des choses qui font à dormir la nuit aussi. Et c'est compliqué. C'est compliqué de pas y penser. C'est arrivé par exemple, quand je venais d'arriver, j'accompagnais une famille et donc ils se sont fait expulser assez rapidement après notre intervention. Bon, ils ont trouvé un logement dans la foulée, mais c'est vrai que tu dors, du coup tu dors très mal quand même la nuit, sachant que la famille du coup que tu étais parti voir chez elle, tu sais qu'on intervient. En tout cas la première fois on essaye de rendre visite à domicile. Donc la famille que tu es parti voir chez elle s'est fait expulser avec la mère, les 4 enfants. C'est pas un truc qui a trouvé le sommeil. C'est un métier un peu difficile. C'est difficile justement de créer de la distance entre, euh, entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, entre toi, ton toi personnel et, et les situations que, que les patients que tu suis traversent. De temps en temps, tu as quand même droit à certaines récompenses. Quand je te disais que savoir que tu as fait une différence, que tu as fait la différence dans la vie de quelqu'un, c'est quand même essentiel. C'est quand même Super. essentiel.